L'invité de ce Smart Impact, c'est Sylvain Trottier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le directeur de Conséquences, association de sensibilisation aux enjeux climatiques qui publie une étude sur l'impact du réchauffement. Alors c'est très intéressant. Vous vous êtes concentré sur 8 filières protégées AOP, IGP. De quelles filières il s'agit ? Alors, il s'agit de 8 filières principalement agroalimentaires. On a décidé de ne pas s'occuper du vin, des boissons, qui sont souvent traitées quand on parle de changement climatique. On a choisi des filières fromagères, on a choisi quelques agrumes, donc clémentine de Corse, citron de Menton, il y a la noix du Périgord, il y a un produit très emblématique, c'est le foie gras. C'est la période des fêtes. Et donc 3 fromages, le Munster, le Reblochon et le Roquefort. D'accord. Avec un objectif, pourquoi vous faites une étude comme celle-là ? Quel objectif ? Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre et éventuellement quelles leçons à tirer ensuite, quoi ? Alors on sait que les agriculteurs en général sont les premiers témoins, les premières victimes du changement climatique, mais les produits du terroir, donc sous appellation, sous indication géographique protégée, sont encore plus vulnérables parce qu'ils sont cantonnés à un territoire, ils sont liés aussi à des traditions, des savoir-faire, des règles de production qui parfois sont mises à mal par les impacts du changement climatique. C'est ce qu'on a constaté, par exemple, alors ça a été un détonateur l'année 2022, avec sa sécheresse, ses vagues de chaleur. Il y a eu des dizaines et des dizaines de demandes de dérogation aux fameux cahiers des charges qui font que ces produits peuvent être labellisés. Ça a été vraiment un détonateur, une prise de conscience. On a voulu aller voir 2 ans après ces différentes filières, où elles en sont. Est-ce qu'elles ont mis en place des stratégies d'adaptation ou pas? Est-ce qu'elles considèrent que c'était juste un accident ou est-ce qu'elles regardent vraiment le changement climatique en face? Des filières qui représentent, on a retrouvé ce chiffre qui date de 2022, l'année en question, plus de 4 milliards 180 millions d'euros de chiffre d'affaires pour ces produits AOP et IGP en général, pas les filières dont vous parliez. Comment elles font face justement? Quelle stratégie d'adaptation? Alors la question est presque trop large, mais quelles stratégies d'adaptation ont été mises en place? Alors en fait, là ce qu'on voit, c'est que ces filières, elles sont face à une double contrainte. Il y a les impacts du changement climatique qui se répètent. Il y a les chaleurs, les sécheresses. Il y a la douceur hivernale, par exemple, avec une recrudescence de ravageurs, de parasites. Ça, c'est pour l'arboriculture. Il y a aussi les pluies diluviennes qu'on a là plutôt depuis un an. Oui, ce qui était épisode extrême, ça devient habituel, d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, c'est récurrent. Voilà, les épisodes extrêmes se répètent, se rapprochent. Et donc, il y a un peu une course contre la montre. Ce que toutes les filières nous ont raconté, c'est qu'elles testent, elles expérimentent. Après, elles ont des moyens souvent assez limités. C'est des filières assez locales. Elles testent, elles expérimentent, elles mettent en place des choses, notamment pour faire face aux futures vagues de chaleur, aux futures sécheresses. Donc, il y a beaucoup de questions autour de l'eau. C'est-à-dire qu'elles anticipent les futures crises 2022, en fait, parce que ça risque de revenir assez rapidement. Elles testent pour ce qui est arboriculture, par exemple, pour la noix du Périgord, ils font des tests de nouvelles variétés, mais qui nécessiteront de changer les règles, de changer les fameux cahiers des charges. On en revient à l'AOP ou l'IGP, c'est-à-dire qu'elles risquent, ces filières, de sortir de leur cahier des charges pour s'adapter au réchauffement. Alors c'est là où la tradition, parce que souvent ils obéissent à des règles, à des traditions qui ont été créées il y a des décennies, des fois il y a des siècles, des façons de faire, mais qui ont été décidées dans un climat différent et qui ne seront pas adaptés au climat futur. Donc il faut qu'elles anticipent le climat futur et donc il faut qu'elles demandent des changements. Elles vont sans doute être obligées de changer des règles. Ça veut dire qu'il y a des traditions, entre guillemets, qui pourront sans doute pas se maintenir. Il y a des produits qui vont sans doute changer, peut-être changer de goût. Ça, c'est une quasi-certitude. Est-ce que ça peut aller au risque de perdre finalement l'AOP, quoi ? Alors, à cause du réchauffement. Pour perdre l'AOP, il faut 5 années de suite où on a une partie importante de la production qui n'a pas pu être labellisée. Donc, pour l'instant, là, en 2024, on n'en est pas encore là. Mais avec les projections climatiques, d'ici 25 ans, il y a certaines cultures, notamment, on parle
je vais parler un exemple qu'on ne traite pas dans l'étude, mais c'est les abricots, l'abricot du Roussillon. En 2050, il se peut que ce soit plus du tout possible de cultiver de toute façon cet abricot dans la région. Dans cette région-là, parce qu'il fait trop chaud. Parce que de toute façon, l'aire de répartition, elle aura évolué. Vous avez commencé à l'évoquer, mais je trouve que c'est intéressant de parler de temporalité. C'est-à-dire qu'il y a l'urgence. Donc là, aujourd'hui, ces filières, et vous nous disiez, elles n'ont pas forcément beaucoup de moyens, parce que ce sont des filières très, très localisées, elles partent au plus pressé. C'est-à-dire qu'elles cherchent des solutions face à cette urgence. Ça veut dire qu'elles n'ont pas les moyens d'anticiper sur les solutions d'après-demain. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, toutes les filières, tous les producteurs qu'on a rencontrés, ils sont très optimistes, ils sont très volontaires. Hein, ils mettent beaucoup d'énergie dans des tests en respectant les règles environnementales, etc. Par contre, c'est clair qu'ils se préparent pour les années à venir. Mais quand on leur demande, et le climat dans 20 ans, dans 25 ans, la vision, là, c'est pas possible pour eux, c'est trop lointain. Donc, en effet, il part au plus pressé et ils sont pas dans le questionnement du futur de la filière à très long terme. Ça, c'est une certitude. Qui pourrait endosser ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, c'est une question de structuration, finalement. Vous dites que ce sont des filières plutôt localisées. Donc, il faudrait quoi ? Il faudrait qu'elles se... Je ne sais pas, hein, je réfléchis tout haut, mais qu'il y ait une sorte de syndicat de ces filières, qu'elles puissent mettre une puissance commune sur ces études et sur la recherche de solutions à long terme. Alors, sur certains secteurs, par exemple les filières laitières, elles sont structurées, organisées, donc il y a une réflexion, il y a des efforts, etc. En fait, ça dépend vraiment des filières. Mais la question se pose en général pour l'agriculture, sur l'adaptation au changement climatique et le fait d'avoir des politiques vraiment structurées à long terme. Pour l'instant, il faudrait peut-être qu'il y ait un dialogue et un partenariat renouvelé au niveau des territoires qu'elles desservent. Par exemple, on pense le Roquefort, les gens du Roquefort dans la zone concernée, ils nous ont dit, mais nous, s'il n'y a plus de Roquefort, là où on produit, activité il n'y a plus rien. Ces filières, AOP, IGP, souvent, elles rendent énormément de services à leur territoire en termes économiques, touristiques, en termes symboliques. Et donc, mais ça, les régions en sont conscientes, ou le département, donc j'imagine qu'ils quand même y participent, ils mettent de l'argent. On va parler de bio et de collectivités locales dans un instant dans cette émission. Alors les régions et les partenaires locaux, oui, sont investis, mais il y a peut-être une sorte de co-adaptation à inventer pour justement que ces filières se maintiennent sur leur territoire. Il y a aussi la question qui est renvoyée on va dire, du côté des consommateurs. Alors déjà, ce sont des produits qui sont un peu plus chers, mais parce qu'on paye aussi, on paye les services rendus. Par ces produits, on paye aussi une qualité. Mais la question, c'est au bout d'un moment aussi, ça restera quand même qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour le maintien de ces filières locales. Mais tiens, vous parliez de services rendus, on peut développer ça. Il faudrait quoi ? Valoriser les services rendus par ces filières ? Alors, on sait que ce sont des filières, en général, d'un point de vue environnemental, qui sont plutôt exemplaires. On pourrait valoriser le fait qu'elles aident à stocker du carbone, qu'elles aident à maintenir, à mettre en place des circuits plutôt courts, plutôt vertueux, à entretenir les paysages, que ça soit l'élevage ou que ça soit l'arboriculture. Donc tous ces services pourraient être en effet rémunérés. Il y a des chercheurs de l'INRAE notamment qui travaillent là-dessus et qui avancent des pistes de travail où il y aurait une sorte de partenariat renouvelé entre tous les acteurs locaux où les bénéfices de ces filières seraient mis au service de l'investissement pour l'environnement et pour le maintien de ces filières. Il y a un dernier thème dont je voudrais qu'on parle. Vous l'avez évoqué tout à l'heure et j'ai oublié de vous poser la question, mais on parle de cahier des charges et d'évolution du cahier des charges. Alors, comment faire évoluer le cahier des charges sans que ça devienne encore plus administratif, encore plus complexe, encore plus lourd ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, les filières en question, toutes nous disent oui, en effet, on va faire évoluer le cahier des charges, mais ils ont tendance à se plaindre quand même de la lourdeur des procédures. Parfois à juste titre. Ces procédures quand même les protègent aussi, parce qu'ils le disent aussi, la clémentine de Corse, c'est 65 points de contrôle.
mais ils ne s'en plaignent pas, parce qu'ils disent que c'est ça qui fait que la clémentine de Corse n'a rien... ça les protège aussi de ceux qui voudraient faire de la vraie fausse clémentine. De la concurrence espagnole, par exemple. Donc... Ils sont en train de toute façon de réfléchir avec l'INAO, qui est l'organisme un peu qui chapeaute toutes ces appellations, sur une façon quand même d'assouplir et de rendre un peu plus rapide ces adaptations de cahier des charges pour ne pas avoir à demander des dérogations dans un moment de crise, comme ça a été le cas en 2022, parce que c'est très très lourd, déjà c'est très lourd d'un point de vue de la charge de travail, du stress et de la charge administrative, et d'anticiper le plus possible les changements et les impacts du changement climatique. Merci beaucoup Sylvain Trottier. Merci Thomas. Et à bientôt. On continue de parler de notre agriculture, comment les collectivités justement peuvent aider, s'associer, soutenir l'agriculture bio.